Okay, guys, partying, having a great time. Action! Je peux commencer comme ça. Aujourd'hui, on est le 3 juillet 2025 à l'heure où j'enregistre ces mots et il s'avère qu'il y a 60 ans quasiment jour pour jour à Valençol, un petit village en Provence, un objet volant non identifié était décrit, raconté par Maurice Mas qui donc était un agriculteur et qui a déclaré avoir vu un événement plus qu'étrange dans son champ de lavande. Et donc c'est tout l'objet du film Valençol 1965. C'est réalisé par un grand connaisseur du sujet, à savoir Dominique Filol, qui a déjà fait beaucoup de documentaires sur les ovnis et l'ufologie de manière générale. Et on retrouve Mathias Vancash et Vaina Jokante qui vont donc s'installer juste à ma place après ça pour incarner les deux rôles principaux, donc Maurice qui a vu ces événements et puis Jeannette, sa femme, qui va l'accompagner du coup dans cette tempête médiatique qui va envahir le village de Valençol pendant des mois et des années, et on en parle encore au point d'en faire un film. C'est assez mystérieux, évidemment, c'est l'un des cas les plus emblématiques d'ufologie en France puisque c'est encore non élucidé à ce jour. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec eux. Mathias, on est d'accord qu'il y a un petit côté Pedro Pascal qui est en train d'émerger de manière évidente. Donc, écoute, on me le dit de plus en plus. Ouais, mais je suis désolé, j'étais là avant, j'ai la même tête depuis 20 ans. C'est lui qui est arrivé. On pourrait lui demander de jouer ta doublure la prochaine fois. Voilà, oui, alors ouais, ou plus simplement qu'on me prenne pour faire son petit frère. Tu vois, un préquel de Last of Us, ouais, ça très bien. Pas, on a 2 ans d'écart, donc ouais, ça sera pas okay, non plus. Bon. Est-ce que vous connaissez le lien entre Châteauneuf-du-Pape et les objets volants non identifiés? Absolument pas, moi, personnellement. Non, Châteauneuf-du-Pape, pour moi, ça se Châteauneuf-du-Pape, voit. Ouais, entre autres. C'est pas très loin de Valençol, parce qu'on reste dans le sud de la France. En fait, il ne devrait pas vraiment y avoir de loin, parce qu'il s'avère que depuis 1954, il y a un arrêté préfectoral qui, donc, je cite, interdit le survol, l'atterrissage et le décollage de soucoupes volantes sur tout le territoire de la commune. Ah, c'est drôle. C'est dingue. Et c'est totalement vrai, c'est un arrêt qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est très Est-ce que très drôle. C'est lié à Valençol? Peut-être. C'est en vigueur depuis 54. Depuis donc, 54, 11 ans avant. Puis surtout, j'aimerais bien savoir comment ils arrivent à les interdire. Est-ce que les mecs ont lu l'arrêté? Il dit ah mais non, faut se mettre sur la commune désolé, d'à côté. Ouais, on va se déplacer, on va aller sur Valençol plutôt. Donc voilà, c'était la petite anecdote, je trouvais ça marrant. C'est très drôle. C'est dingue. À Châteauneuf-du-Pape, on peut boire du vin, mais on ne boira pas d'extrait. Voilà. Donc on va s'intéresser un peu plus au film maintenant. C'est une histoire qui est difficile à expliquer, en tout cas difficile à vivre, même si sur le principe c'est un ovni qui a eu lieu donc en 1965. Ouais. Une histoire encore non élucidée à l'heure d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on vous a pitché le projet? Parce que finalement il y a plein de façons d'aborder, de traiter cette histoire. On aurait pu avoir une approche très très sceptique, une approche beaucoup plus scientifique, une approche qui y croit dur comme fer. Comment est-ce que vous, on est venu vous raconter cette histoire, avec quelle version finalement? Alors vas-y, parce que toi tu étais en premier sur le projet. Moi je connaissais Dominique et je connaissais surtout son travail de documentaire. Ouais. Je le connaissais parce que c'est un ami, j'ai vu aussi ses recherches. Je me suis beaucoup documentée aussi à l'époque, j'ai vu quasiment tous les documentaires sur le sujet. Donc j'étais sur Valençol en particulier justement Valençol était l'affaire que je ne connaissais pas en France parce que je me suis plus intéressée à ce qui se passait ailleurs. Et je trouvais incroyable que cette histoire soit pas plus connue du grand public. C'est l'histoire la plus emblématique qui regroupe, elle est quand même catégorie D. Donc vraiment, pour le GEPON, c'est-à-dire c'est complètement inexplicable. Oui, et puis c'est aussi celle où il y a le plus d'éléments. Oui, voilà, d'éléments tangibles. De traces. Physiques, physiologiques. Les séquelles chez Maurice. Oui, voilà, c'est ça, les séquelles. Le fait que l'endroit où l'engin s'est posé, la lavande n'a pas repoussé pendant 10 ans. Je me suis dit, cette histoire est quand même incroyablement cinématographique. Les lavandes. Déjà, l'époque, 65, hyper intéressant, sur un sujet d'ufologie qui est un cas considéré comme légitime, enfin dans toute l'histoire d'ufologie. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était sur un angle humain et pas à l'américaine, c'est-à-dire avec les grosse science-fiction, on n'est pas du tout sur Independence Day, on est vraiment sur de l'humain, tout le monde peut s'identifier. Si vous viviez quelque chose d'aussi extraordinaire, comment est-ce que vous le processerez? Et en plus, c'est à l'époque. Donc on est encore moins ouvert et moins au fait de ces sujets-là. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de s'axer sur l'humain et sur l'histoire de cette famille qui est complètement... ce village. Oui, déjà. Et qui est encore aujourd'hui très marqué. C'est vraiment, ils sont... Ah oui, il y a vraiment 2 camps. Encore aujourd'hui, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Et c'est pour ça que ça a marqué durablement la famille de Maurice Mas, c'est qu'effectivement, voilà, encore aujourd'hui, eux n'en parlent pas dans la famille. Ils ont été tout très ça. stigmatisés. Ouais. Et juste, on a projeté le film là-bas, et le truc qui est incroyable, c'est que sa fille m'a dit une chose que j'ai trouvée très belle. Elle a dit, c'est une façon de réhabiliter la mémoire de mon père. Ah mais totalement. Vous avez parlé du village, et c'est intéressant parce que
notamment au début du film, on s'attache justement à nous montrer l'effervescence dans ce village, la terrasse, le boulanger, le bar, etc. Il y a presque sur cette séquence-là un aspect théâtral finalement, avec le boulanger qui sort. J'aurais pu imaginer ce moment-là au théâtre. Il y a un aspect limite un peu pagnolesque dans effectivement la présentation de ce village. Et effectivement, je pense que c'est pour augmenter le contraste avec l'étrangeté qui va arriver dans ce village où tout semble normal, où il n'y a absolument rien. Enfin voilà, on est vraiment sur un instantané de la vie de ce village à ce moment-là de l'histoire. T'as pas répondu à la première question du coup. Ah non, j'ai pas répondu à la première question. Oui, comment moi on m'a pitché le projet. J'ai lu le scénario et effectivement pareil, voilà, je me suis attaché à l'humain et ça c'est un homme ordinaire à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai approché le rôle comme une rencontre mystique. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu faire le même film si Maurice avait vu La Vierge. C'est un truc... parce que je pense que c'est le même bouleversement intérieur face à l'inconnu. C'est ce qui m'a plu dans le scénario. Sur l'aspect mystique, justement, c'est intéressant parce que le film, à plusieurs moments, s'évade dans quelque chose de presque différent. Il y a une séquence en particulier qui frôlerait presque qu'on peut voir dans 2001, l'Odyssée de l'espace ou ce genre de choses. Donc on voit qu'on veut nous amener sur quelque chose qui se voit, mais qui ne s'explique pas vraiment. Exactement. Vous aviez conscience de cette volonté-là du film, finalement, de montrer, de donner à voir ce qui s'était passé, sans pour autant forcément vouloir donner une explication tangible et concrète à l'image. Et est-ce que ça a influencé votre façon de vivre et d'incarner vos personnages? À ce jour, il n'y a pas d'explication tangible, donc on ne prétend pas donner une réponse absolue sur est-ce que c'est vrai, pas vrai. Enfin, nous, on présente des faits. On présente des faits, voilà. Parce que c'est une histoire vraie, donc on présente les faits tels qu'ils se sont réellement passés. Tels qu'ils ont été relatés. Tels qu'ils ont été relatés, documentés, vérifiés. Donc en fait, effectivement, après, ça va être au spectateur de se faire son idée. Mais en l'occurrence, on relate des faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrapolation. On ne part pas dans un sens ou dans un autre, on dit voilà, l'histoire telle qu'elle s'est passée, elle s'est passée comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à la fin du film, ça peut apporter des débats très intéressants parce que le film reste ouvert à ce que les gens soient ouverts à cet événement. Après, il y a quand même une part de l'inconnu et qui est très intéressante, c'est les petits-enfants. Quand on a rencontré les petits-enfants, nous ont dit que leur grand-père avait dit que ces êtres avaient communiqué des choses, lui avaient communiqué des choses et des messages, mais il n'a jamais voulu en parler, sauf aux petits-enfants. Il en a parlé à Simon, un de ses petits-enfants, avec qui j'ai discuté quand on a présenté le film à Valençol, et je lui ai dit, bon alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a dit, non, j'en parlerai jamais, j'en parlerai à mes enfants. Il dit ça restera un secret. Ça restera un secret. Je sais que Maurice en a parlé aussi à une journaliste, mais à une seule journaliste qui est encore en vie et qui a dit qu'elle ne délivrerait le message que dans un ouvrage posthume. Moi j'ai eu des éléments, mais que des éléments, et que je ne vais pas délivrer évidemment là du coup, mais il y a quand même quelque chose, et je pense que le film termine là-dessus, c'est quand même une fable écologique. Et donc s'ils avaient quelque chose à nous dire, ce serait peut-être prenez mieux soin de votre planète. Faites attention. En fait. Elle est fragile. Elle est fragile, elle est précieuse. Le fait qu'il soit posé dans un champ de lavande, peut-être pour faire des prélèvements, on ne sait pas. Oui, il y a un petit peu ça. Il y a le côté prélèvement, il y a le côté... Et puis, je crois qu'il y a eu... ce qu'ils ont communiqué télépathiquement pour faire passer un message important à cette personne-là qui était gardien de la terre, quelque part. C'est un gardien de la terre, un agriculteur. Ce que ça raconte aussi, à l'inverse des films américains, c'est qu'ils nous veulent du bien. Ça se termine par « il y avait de la bonté dans leurs yeux ». Et c'est une phrase qu'il a vraiment dit, Maurice. Tu as parlé d'hommage, et je crois que j'avais noté quasiment, mot pour mot aussi, il y a une volonté de rendre hommage, de le réhabiliter un petit peu, en tout cas de dire que voilà, on prend le parti de cette personne-là. J'aimerais savoir comment toi, tu avais concrètement travaillé sur ce personnage-là, parce que du coup il est décédé au début des années 2000. Est-ce qu'il y avait des enregistrements à écouter ou ce genre de choses? Non, il y a très peu de documents de Maurice. Une photo, j'ai vu moi. Il y a une interview d'Aidé Moisson qui, si les gens restent jusqu'à la fin du générique, vous verrez la vraie interview à l'époque de son meilleur ami à qui il s'est confié pour la première fois, et c'est à cause de ça, qui est le tenancier du bar, et c'est à cause de ça que tout l'emballement médiatique s'est produit. On a travaillé sur l'accent, j'ai travaillé sur la voix, justement pour éviter le côté trop pagnolesque et trop... j'ai baissé ma voix d'une octave pour que
le personnage soit une voix plus sourde et voilà. Alors au tout début du film, non, il est un petit peu plus jovial et voilà, mais après il a cette espèce de solitude. J'ai beaucoup bossé sur la solitude. Moi, par exemple, sur les 15 premiers jours de tournage, parce qu'on l'a tourné en 2 fois, il fallait qu'on ait les lavandes en fleurs, donc on avait une fenêtre de tir très courte de 15 jours pour faire tous les extérieurs des champs de lavande, et c'est les parties du film où je suis seul. Donc moi j'ai passé 10 jours tout seul, sans partenaire, et j'avais demandé à ce qu'on me prenne un hôtel à l'écart de l'équipe. On a beaucoup travaillé aussi avec la costumière, avec Marie Crédou, qui est une formidable costumière, et donc on a travaillé. Moi j'ai une vraie passion pour le vêtement et les vêtements de travail en particulier, et voilà, et donc on a chiné chez un loueur de costumes pour trouver les bonnes patines, trouver la crédibilité du personnage dans sa manière d'être. Par exemple, les chaussures de Maurice, c'est moi qui les ai trouvées tout seul. 1 mois et demi ou 2 mois avant le tournage, j'ai fait mes propres recherches et tout ça, et je me suis trouvé ces chaussures-là qui sont des vieilles paraboutes des années 60, modèle imbattable pour ceux s'il y a des gens qui sont connaisseurs. J'ai commencé à marcher avec ces chaussures et tout ça pour appréhender sa démarche, voir ce que c'est. C'est des chaussures lourdes, donc c'est quelqu'un il est ancré dans le sol. Au début du film, c'est vraiment quelqu'un qui est très ancré dans le sol, et puis qui au fur et à mesure va justement perdre un petit peu de son ancrage. Il y avait beaucoup moins de documents, j'imagine, pour sa femme, contrairement à lui. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour lui. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi Alors moi, j'ai pas pu. Sa femme est morte aussi. J'ai pas pu rencontrer sa fille parce que je crois qu'elle voulait pas trop. Elle n'avait pas trop envie de se replonger dans l'histoire. Moi, j'ai rencontré la famille un petit peu avant le tournage. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer et qu'ils me racontent un petit peu l'histoire. Ça a beaucoup aidé. Donc j'ai pas eu cette opportunité. En même temps, j'avais quelques éléments quand même sur sa personnalité. Et j'avais envie de me l'approprier complètement. La difficulté, c'est après, quand on montre le film, de se dire qu'on a quand même, on ne trahit pas non plus la mémoire de toute une famille. C'était un peu la difficulté, la pression. Et après, j'ai essayé de me plonger sur. C'était très important pour Dominique, l'époque. Donc à la fois en faire pas non plus une femme complètement soumise et complètement de l'époque 65 où elle fait que servir la soupe et voilà. Donc il fallait quand même lui donner un peu de corps, un peu de personnalité, et en même temps aussi s'inscrire. Elle est assez passive dans ce qu'elle traverse. Elle est là pour lui, elle est là pour. Et en même temps peut-être plus dans la simplicité. En fait, il faut comprendre qui on joue, et on joue des gens qui sont comme tu l'expliquais très bien, des gens de la terre, des gens très sains, très ancrés, pas trop en faire, quoi. Plus sur l'émotionnel vrai, authentique. Et puis de se dire, voilà, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on vivrait les choses? Bon, malheureusement, j'avais un petit jeu à vous proposer, mais on va pouvoir le faire. Oh, vas-y, rapidos. Rapidos, chute. Je vous partage une anecdote d'un objet volant non identifié. Vous allez me dire si c'est encore vrai, si c'est réfuté ou si c'est complètement un mensonge. D'accord. En 1954, dans l'Ariège, il y a des habitants qui ont aperçu une luminosité qui semblait provenir d'un objet très brillant, caché par le bord de la montagne. L'objet est monté dans le ciel, il redescend, il apparaissait, disparaissait plusieurs fois. Il y a eu 1, puis 2, puis 3 objets comme ça. Ça se passe en 54 en Ariège. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou faux Mais alors, est-ce que ça a déclenché le truc de Châteauneuf-du-Pape? Est-ce que c'est ça en 54? Pour le coup, c'est la même année. C'est la même année. Alors, c'est vrai que c'est totalement vrai. Oui. C'est vraiment arrivé, sauf qu'en fait, en 2009, des gens ont révélé que c'était un canular qu'ils avaient monté en étant plus jeunes. Et du coup, ça a fomenté toute une légende pendant des années et des années. Mais pour le coup, ça a été démenti, ce qui n'est pas le cas de Valençol, puisque c'est difficilement, je ne sais pas comment on dit, démentable. Oui, non, et puis le truc aussi qui est intéressant, c'est que Maurice Mas ne voulait plus en parler. Oui. Ça a été un traumatisme. C'était pas quelque chose, ça l'a desservi et ça a compliqué sa vie plus il n'a jamais cherché à gagner quoi que ce soit. On lui a proposé des ponts d'or. La presse lui a proposé des ponts d'or pour recueillir son histoire. Il n'a jamais voulu accepter un centime. Il ne voulait plus en parler. Moi, ça ajoute de la crédibilité à l'histoire, à savoir que effectivement, ça a été plus un bouleversement négatif pour sa famille que positif. Il n'a pas cherché à capitaliser sur l'événement. Merci beaucoup pour votre temps. Quentin. Pour finir, on va compter jusqu'à 3 et vous me faites un clap-clap synchronisé. 1, 2, 3.
C'était mieux, c'était mieux. C'était mieux. Presque. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Vaina, Mathias et moi-même pendant cette interview. Ils nous ont expliqué pas mal de choses assez intéressantes sur la production du film. Je vous encourage à aller le voir donc au cinéma. Ça pose pas mal de questions finalement sur notre rapport à la confiance en l'autre. Est-ce qu'on va croire ce genre de choses ou pas? Comment on explique l'inexplicable? C'est un traumatisme qui est difficilement tangible, même si aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale et de syndrome post-traumatique. Là, on parle de quelque chose de vraiment supérieur en termes de troubles que ça peut engendrer. Et finalement que ce film-là sorte 60 ans après, ça en dit beaucoup aussi sur notre besoin et notre éternelle connexion avec ce genre de sujet qui passionnera, je pense, l'humanité pendant des centaines et des centaines d'années encore. Donc voilà, faites-vous votre propre avis. Que vous soyez ou non sceptique ou plutôt aficionados de ce genre de sujet, ça reste intéressant. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, non pas Facebook. Balle perdue. Spotify, YouTube, bref, vous connaissez la chanson. Merci à tous, c'était Quentin de Clap Clap. Ciao. Ah, c'est fini déjà? On est à 15 minutes là? Oh, allez. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?